On va enchaîner. Pour le premier mythe, la violence conjugale n'existe pas chez les couples de même sexe. J'ai déjà tombé sur des articles ou même des réflexions de certains auteurs qui disaient dans un couple de même sexe, c'est censé être des rapports égalitaires. Donc, il ne devrait pas se retrouver de violence. Bon, ce serait chouette que ce soit le cas. Malheureusement, ce mythe-là était quand même assez facile à déconstruire. Par contre, comme je vous disais, il y a très peu de recherches qui permettent de mesurer l'étendue et l'incidence du phénomène. Quand je parlais de définition, c'est la définition qui a été adoptée en Belgique dans le plan d'action, que vous connaissez. Est-ce que quelqu'un peut la nommer comme ça de mémoire ou presque? Ce qu'on retient, c'est les comportements, actes, attitudes d'un partenaire ou d'un ex-partenaire également, si jamais il y a eu séparation, qui vise à contrôler, donc la notion de contrôle et de domination par des contraintes, c'est pas des agressions, des menaces, bref, sur le plan physique, sexuel, économique. Elle est différente au Québec, c'est ce que j'ai remarqué, mais quand même, en bout de ligne, les mots se reviennent d'une certaine façon, donc la formulation est un peu différente, mais je pense qu'on table sur la même définition, puis la même représentation de ce que c'est et de ce qu'on considère comme étant la violence conjugale. L'étendue de l'incidence, le premier petit point que je vous présente, qui mentionne que la violence conjugale serait le double chez les couples de même sexe que chez les couples hétérosexuels. C'est une étude canadienne qui a été publiée en 2004. Ensuite, il y a une étude états-unienne, cette fois-ci, qui mentionne chez les hommes gays, c'est 39% des hommes gays qui affirment avoir vécu au moins une forme de violence, et 18% d'entre eux estiment, et là c'est eux-mêmes qui l'ont auto-rapporté, donc vous voyez déjà les limites d'une recherche comme ça, qui mentionnent qu'ils ont vécu plusieurs formes de violence. Je vous donne certaines informations, c'est le contexte canadien et québécois, parce qu'en Belgique, il n'y a aucune donnée plus spécifique sur le sujet, donc c'est pour ça que malheureusement, je ne peux pas... Il y a une étude qui est en cours en ce moment, j'entends impatiemment les résultats pour pouvoir bien le documenter. Également, en 2010, au Canada, à Montréal plus spécifiquement, qui est une grande ville au Québec, où est-ce que j'habite, qui en fait, sur les 37 victimes de meurtre dans la ville de Montréal, 5 d'entre elles étaient des personnes homosexuelles, donc déjà là, et sur les 5 meurtres, donc ça a été en fait suite à de la violence conjugale. Et c'était des personnes homosexuelles. Encore là, ça c'est les meurtres, c'est quand même, ça ne fait pas référence à toutes les formes de violence qui peuvent être vécues chez les couples, parce que c'est quand même l'extrême, l'homicide quand même, une autre réalité. Mais je veux quand même m'attarder sur certaines limites pour que vous ayez en tête, ça c'est des chiffres quand même qui sont surprenants. Moi, le double d'un couple hétérosexuel m'avait extrêmement surpris, mais certaines limites, et je tiens quand même à les préciser, juste pour que vous ayez en tête que faire de la recherche concernant les couples de même sexe ou de l'homosexualité en général, pose déjà la notion de définition de vocabulaire. C'est quoi être gay ou lesbienne? Est-ce que c'est avoir une relation sexuelle avec une personne de même sexe? Ou c'est de s'identifier soi-même dans sa vie sociale et amoureuse et familiale comme gay ou lesbienne? Il y a des gens qui vont pas s'identifier comme gay, mais ils vont préférer le mot homo. Vous voyez, donc c'est très, très, très diversifié comme vocabulaire. Et dans les recherches, ils ne s'entendent pas sur les mêmes définitions et la même façon d'actualiser l'orientation sexuelle. Est-ce que c'est un comportement sexuel? Est-ce que c'est une attirance affective? Est-ce que c'est une identité sociale? Donc, vous voyez, déjà là, ça pose le problème de qui on inclut dans ces recherches-là. Il y a également des gens qui vont refuser l'étiquette de gay ou lesbienne, qui vont dire non, moi, je me reconnais pas là-dedans, je préfère délaisser cette étiquette-là, ça me convient pas. Donc, ça, encore une fois. Et quand on parle de, mais ça, c'est peu importe les recherches en violence conjugale, lorsque c'est auto-rapporté, ben, les gens doivent reconnaître qu'ils ont vécu de la violence, ce qui est déjà là un beau gros défi. Et quelle forme de violence également. Ce qu'on va avoir en tête également par rapport à l'incidence, puis ça se retrouve aussi chez les couples hétérosexuels, on va avoir en tête la violence physique. Une baffe, un coup de poing, on prend les bras, on bouscule, on intimide, mais tout le reste et la violence physique, c'est pas la majorité, en fait, c'est pas la plus grande proportion, c'est la violence psychologique et verbale, morale, qu'on va peut-être parfois dire en Belgique. Mais tout ça, c'est beaucoup plus difficile à cerner, à dépister puis à documenter et surtout reconnaître qu'on vit cette violence-là. Ça, je reviendrai plus spécifiquement un peu plus tard.
Donc, c'est certaines études qui ont été recensées, comme je vous disais, donc certaines limites importantes, je pense, certains biais. Mais quand même, ce qu'on peut retenir, c'est que la violence existe, et quand même en grande proportion, et peut prendre différentes formes. Un des mythes qu'on entend, je ne sais pas si ça a été nommé, pas nécessairement par rapport à la violence spécifiquement, mais que chez les hommes gays, ça va être la violence physique, et chez les lesbiennes, ça va être la violence psychologique uniquement. Mais en fait, toutes les différentes formes de violence, qu'elles soient psychologiques, verbales, physiques, économiques, sexuelles, on les retrouve chez les couples de même sexe, au même titre que les formes de violence chez les couples hétérosexuels. Même affaire, même chose. Selon les recherches que j'ai consultées, dans des proportions, ou en tout cas un cycle puis une spirale de la violence qui est similaire aussi. Ce qui est distinct par contre, et là je vais peut-être décortiquer chaque type de violence. Donc violence psychologique, qu'est-ce que c'est? Ben, l'isolement, rabaisser la personne. Donc, il fait également le pont avec la violence verbale. Ça peut être des propos qu'on va tenir envers son partenaire en disant t'es un moins que rien, t'es moins que rien, tu vaux pas grand-chose. Qu'est-ce que je fais avec toi? Je pourrais me trouver quelqu'un d'autre sans problème, meilleur que toi. Donc, on rabaisse, hein, on veut diminuer, mettre de côté, mettre à l'écart. Et surtout également, éventuellement, isoler la personne qui va être sous notre emprise, sous notre contrôle, quand on a des comportements violents. Ça résume, hein, je pense. Ouais, vous me dites si je suis dans l'erreur. Violence verbale, je l'ai nommé. Violence physique, ben là, ça va être tout ce qui est bousculer, prendre, serrer les poings ou frapper, les baffes, qui peut également mener jusqu'à l'homicide, donc les meurtres. Violence économique, cette violence-là a été très peu étudiée chez les couples de même sexe, qui apparemment, mais ça c'est 2 recherches que j'ai consultées, serait plus importante chez les femmes lesbiennes que chez les couples d'hommes gays, entre autres. L'analyse qui a été faite par les chercheurs, c'est que généralement, les hommes vont être mieux intégrés sur le marché du travail, donc peut-être moins dépendants financièrement de leur conjoint ou conjointe. Encore là, c'est 2 études. Hein. Il ne faut pas non plus, des fois, généraliser à outrance. Mais ça, la violence économique, ça peut prendre quelle forme? En fait, c'est que peut-être le partenaire ou la partenaire va prendre contrôle du compte bancaire en disant ben, tes revenus, c'est moi qui va gérer tout ça. Si tu as des dépenses à faire, tu passes par moi, tu dois me le demander. Donc là, qui crée une dépendance énorme si jamais la personne veut quitter ou mettre fin à la relation. Ça peut être également, si on achète une maison, ben, tout est à mon nom et pas au tien. Ça également, ça peut être vécu, ça peut être une forme. En termes de violence sexuelle, ben ça, c'est toutes les pratiques sexuelles non désirées, qui peut même aller jusqu'au viol. Et apparemment, selon les recherches aussi, ça va être plus présent chez les couples de même sexe. Chez les couples d'hommes gays, entre autres, ça va être la pénétration anale non désirée, que là, le partenaire va forcer en disant allez, allez, mais qui se retrouve également, mais ça, c'est en général dans le domaine de la violence conjugale, la violence sexuelle commence à être bien documentée de plus en plus chez les couples hétérosexuels, mais on est encore au balbutiement. On a quand même davantage de données, de connaissances sur la violence physique, verbale et psychologique que la violence sexuelle. C'est encore, je pense, encore un fort tabou. Et quand on parle et ça je vais venir à un des trucs, infidélité et couple libertin, ça également ça a été documenté, particulièrement chez les couples d'hommes gays, que la non-exclusivité sexuelle va être plus présente chez les hommes gays. Ça, c'est quand même vrai. Donc, il va y avoir une entente entre les 2 partenaires d'ouverture de couple, qui peut prendre différentes formes. Ça peut aller vous pouvez déjà imaginer un peu toute la diversité d'ententes qu'il peut avoir. Je vais quand même les préciser parce que c'est important en termes de violence conjugale, parce que vous allez voir un peu comment ça peut s'instaurer dans ce cadre-là. Ça peut être du genre, tu peux aller voir ailleurs, mais je ne veux pas le savoir. Tu vas aller voir ailleurs, mais je veux que tu me racontes tout. On va voir ailleurs chacun de notre côté, mais on s'en parle pas du tout. On va voir ailleurs, mais ensemble. Donc, des fois, ça va être des trios avec plusieurs partenaires sexuels. Ça peut être également jusqu'à... on peut aller voir ailleurs, on peut aller voir séparément, ou ça peut être des fois juste quand tu es en vacances ou en voyage, et quand je suis seul. Donc, vous voyez, un peu différentes ententes. Mais dans un contexte de violence conjugale, parfois, ça va être imposé comme entente. En disant, mettons, 2 hommes gays ou 2 femmes lesbiennes qui peuvent... Mais c'est plus documenté chez les hommes gays, en mentionnant, ben écoute, si t'es pas prêt à ça, je te laisse. Moi, je vais ouvrir le couple. C'est à prendre ou à laisser. Donc, il va peut-être avoir un peu une imposition en disant, ben écoute, si tu m'aimes vraiment, tu vas accepter ça de notre relation.
et peut-être que la personne va être pas du tout à l'aise, va peut-être pratiquer certaines pratiques sexuelles ou avoir une entente. Et, et là, ça va être instauré avec une violence psychologique également. Vous voyez un peu de dire, mais si tu m'aimes vraiment, ou si tu parce que tu es jaloux, donc il va y avoir un certain reflet en disant, ben, dénaturer un peu la relation en disant, ben, tu vas accepter ça de moi, sinon, écoute, t'es pas si beau que ça. Donc, vous voyez un peu le rabaisser, isoler la personne. Donc, avoir en tête ça, comme intervenante, pour vous, c'est quand même important parce que, pas présumer, parce que, bon, couple libertin, ça se passe aussi chez les couples hétérosexuels, mais en termes de représentation sociale, en termes de socialisation, les recherches démontrent que c'est beaucoup plus assumé chez les couples d'hommes gays que chez les couples hétérosexuels. Ça va être dit plus ouvertement, mentionné dans la communauté gay. Il y a quand même un certain tabou quand ça touche à la sexualité, quand même. Bon, c'est pas tout le monde qui sont à l'aise et tout ça. Mais pour les recherches en ce qui concerne la communauté gay, plus mentionné comme sujet, entre autres, une des analyses que je trouve intéressante, c'est que pour les gays lesbiennes, en ayant fait un coming out, en ayant dévoilé son orientation sexuelle, qui est marginale, qui est différente de toutes les autres, bien, par la suite, c'est plus facile de déconstruire la façon de voir un couple. On peut le renouveler, on peut trouver d'autres ententes, d'autres façons de le vivre, parce qu'on est déjà différent de la majorité. Donc, une réflexion intéressante que je trouve quand même qu'il faut peut-être pousser un peu plus loin, voir un peu comment que les gens se le proposent de se le représenter. Moi, en fait, mon projet de recherche s'intéresse spécifiquement à cette dynamique-là, en termes de comment je vois le couple. C'est quoi pour moi un couple? Puis finalement, ça peut prendre différentes formes, en fait. Et c'est pas le couple hétérosexuel d'un couple, un homme, une femme. On se marie ou on a une entente, on a des enfants, on va s'acheter une maison et un peu toute la trajectoire typique qui, je pense, de plus en plus, qui ne va pas être dans les stéréotypes. Bien, ça, ce qui est intéressant également, rappelons-nous également, quand je vous ai présenté les deux solitudes, que la reconnaissance du couple de personnes de même sexe est quand même tout à fait récente. Ça fait même pas ça fait 10 ans en fait. 10 ans dans une histoire de société, d'une reconnaissance légitime et reconnaissance sur le plan juridique, quand même très, très, très récent. Mais il y a eu des avancées et des luttes vraiment importantes, justement, dans certains tenants pour le mariage pour tous. Et là, c'est ce qu'on entend aussi, entre autres, en France en ce moment-là, avec tout le débat. Le droit à la normalité ou le droit à l'indifférence, en disant j'ai le droit à tous les droits de tous les citoyens et citoyennes, puis être comme tout le monde. Donc, il y a ça également. Donc, et il ne faut pas penser également, et ce que je tiens à préciser, qu'il y a un seul type de couple de même sexe ou une seule façon de vivre son homosexualité. Ça peut prendre énormément de formes et de façons de le vivre. Mais ouais, bon point intéressant. Et d'ailleurs, une des recherches aux États-Unis qui mentionnait que ça a été un des freins à la reconnaissance de la violence conjugale chez les couples de même sexe, toutes les luttes pour obtenir le mariage de même sexe. Parce que il y a 10 ans, on voulait donner une belle image d'un couple en disant on peut être stable, on peut être même des bons parents. On veut donner une image quand même qui est un peu plus lisse, plus positive pour que les gens finalement on obtienne l'égalité juridique. Donc c'est peut-être pas nécessairement le bon moment, le bon timing pour parler de violence conjugale. Et un auteur entre autres, Letellier, qui mentionne que c'est peut-être ça qui a été un frein pour finalement aboutir à une reconnaissance que oui, elle peut exister la violence conjugale. Parce que dans les dernières luttes, c'était beaucoup, entre autres dans les années 80-90, le VIH-Sida pour les hommes gays. Et après ça, ça a été la reconnaissance, l'homoparentalité, le mariage. Mais encore une fois, parler de violence conjugale, ça va venir un peu bousiller la mobilisation dans la communauté gay lesbienne. Que je trouvais également intéressant comme piste de réflexion. Donc, je parlais de violence sexuelle et finalement aussi, ce qui distingue les couples de même sexe, ça va être la violence homophobe. Qu'est-ce que c'est la violence homophobe? L'homophobie, donc la peur. Excellent. Autre chose? Discrimination à l'égard des gays et lesbiennes, bisexuels. Ça peut être également la haine, le dégoût de tout ce qui touche l'homosexualité en général. Puis il faut reconnaître également que c'est une forme de violence qui va se déployer en violence verbale, physique, à l'égard des gays et lesbiennes, de l'homosexualité en général, ou des gens qui ne correspondent pas aux stéréotypes de genre en disant c'est une fille est plus masculine, qui a les cheveux courts et qui joue au foot. Ah, c'est une gouine, une lesbienne.
et il va être également peut-être victime d'homophobie. Au même titre qu'un homme, là, on tombe dans les clichés, hein, bien entendu, juste pour que vous compreniez un peu mon point. OK? Donc, on va associer, ça peut être l'apparence, l'attitude, mais également des professions, du travail. Une femme qui est camionneuse, c'est une lesbienne, c'est sûr, ça peut pas être autre chose. Donc, il y a certains trucs comme ça qui concernent encore là des mythes et préjugés sur l'homosexualité en général qu'on va attribuer. Donc, en termes de violence homophobe, c'est ça, en général dans la société, qui est présente en Belgique. Je ne vais pas vous mettre fin au party, mais qui est présente en Belgique et qui est aussi présente au Québec, de différentes formes, particulièrement en milieu scolaire, mais également en milieu de travail, en différentes formules. Sociétales également. Récemment, à Liège, il y a eu 2 meurtres à connotation homophobe, donc des personnes qui ont été assassinées. Crime de haine, donc c'est quand même pas rien. Et toutes les autres formes également qui peuvent être vécues comme en milieu scolaire, en milieu de travail, ou une certaine petite discrimination plus sournoise, plus subtile, qui va être perçue comme ça de façon générale. Mais également, il ne faut pas présumer, et c'est là que je veux m'emmener sur la violence au sein même du couple de même sexe, c'est qu'il peut être également vécu de l'homophobie chez les gays et les lesbiennes, dans la communauté gay et lesbienne. Je m'explique. Ouais, quand même. Pourquoi? Ben, il faut reconnaître également que les gays et lesbiennes font partie de la même société que tout le monde. Et les mythes et les préjugés qui sont véhiculés peuvent également être intériorisés. De quelle façon, quelle forme ça peut prendre? En disant, ben, je vais y aller de façon générale et pour finalement m'attarder à la violence conjugale, d'accord? Violence intériorisée, quelle forme ça peut prendre? Ça va être un malaise de soi. Un malaise envers son orientation sexuelle, entre autres, qui ne va pas être nécessairement bien assumé, bien intégré dans sa vie. Ça peut être, par exemple, moi dans mon boulot au Québec, quand je demandais aux personnes qui me disent ah ben je suis gay, ok, ouais, je suis gay, puis est-ce que ça se passe bien, comment tu le vis? Ben, si je pourrais être autre chose, j'aimerais ça, c'est lourd à porter, donc une image très négative de soi-même qui peut prendre différentes formes et qui peut être attribuée à plusieurs choses. Ça peut être, par exemple, si à l'école, ça peut être dans ton milieu de travail ou différentes formules, tu entends constamment des propos sur les PD, les gouines, les tapettes, que c'est toujours négatif. Les termes PD, tout ça, on ne va jamais attribuer des qualificatifs positifs à l'homosexualité, ou rarement, ou voire pas du tout, à part que peut-être qu'ils ont un côté esthétique plus développé ou une plus grande sensibilité, qui peut être un peu plus positif de cette façon-là, mais sinon, c'est toujours dépréciatif, négatif. Et l'image qui va être renvoyée est même, finalement, peut-être même intériorisée par la personne, ça va être ça. Une faible estime de soi, et en disant, ben, je suis pas très à l'aise avec ça, je veux pas en parler, je veux pas que les gens le sachent, parce que je vais prêter le flanc à des attaques, où les gens vont m'isoler, me mettre de côté. Donc ça peut être l'homophobie plus intériorisée, comme je parlais. Et dans un couple, quelle forme ça peut prendre? Ben, ça va être qu'il va y avoir des propos qui vont être de forme verbale ou même physique ou psychologique en disant ah, ben toi, on sait bien, tu es un sale PD. Particulièrement, ça va être plus documenté chez les gens qui ne correspondent pas. Donc, une femme lesbienne plus masculine ou un homme gay plus efféminé. Dans son couple, ça a été documenté que le partenaire parfois va utiliser ça comme façon de dénigrer la personne. Donc, c'est une forme psychologique et verbale, mais qui, si on approfondit un peu plus, qui est une forme également de violence homophobe, qu'on rejette une partie de l'autre parce qu'on dénigre ce côté-là de son attitude, sa personnalité ou sa façon de s'exprimer, en fait. Ou ça peut être même des intérêts ou des passions, des choses qu'on va associer à « Ah, ben ça, c'est féminin, t'es un homme, t'es pas censé être comme ça. » ou au même titre qu'une femme, soit une vraie femme, soit un vrai gars. Donc, toute cette notion-là également, que dans un couple, peut être même projetée chez son partenaire ou sa partenaire. Des questions sur les différentes formes de violence? Je peux peut-être des fois détailler si jamais vous avez des questions. Hein. C'est le moment de poser des questions si jamais vous voulez. Également, et ça, j'en ai pas nécessairement fait mention maintenant, toute la notion de sexualité, entre autres chez les personnes immigrantes. Donc là, je fais des fois des parallèles à ça également, de plus en plus, c'est documenté en disant que certains groupes culturels vont être soit stigmatisés ou stéréotypés. Et dans la communauté gay, particulièrement chez les hommes principalement, ça a été de plus en plus documenté en disant que, par exemple, les Noirs
c'est un certain type de partenaire sexuel et amoureux. Et ça va être très dans les clichés. Et une personne qui ne correspond pas à ce stéréotype-là qui est envoyé dans la communauté gay, mais ça, c'est plus au sein de la communauté gay, peut-être moins à l'extérieur des frontières de la population générale, mais je pense qu'on peut peut-être retrouver des stéréotypes et des clichés aussi dans la société en général. Mais donc, ça va être ça, où les Asiatiques également sont de tel type de partenaires sexuels et amoureux. Donc, des clichés comme ça également, que dans un couple, ça peut attiser les tensions, voire l'incompréhension, puis voire même de la violence à l'occasion. Mais ça, encore là, c'est quelques recherches qui ont lieu au Québec et au Canada, mais je ne peux pas m'avancer sur d'autres points. Mais encore là, une fois, ça peut être une autre facette des formes de violence chez les couples de même sexe. Le cycle de violence que vous connaissez, je n'ai pas nécessairement besoin de le détailler. Hein? Un cycle qui va prendre, puis il va avoir un moment, lune de miel et tout ça. C'est très similaire à ce qu'on retrouve chez les couples hétérosexuels. Ça a été documenté et c'est quand même c'est les mêmes représentations, le même cycle qui se retrouve dans un épisode de violence. Quelque chose par contre qui distingue les couples de même sexe, c'est en fait le outing ou la menace du dévoilement. Encore une fois, ça va être une forme de violence psychologique qui va dire ben si tu fais pas ce que je veux, je vais le dire à tous tes collègues que tu es homo. Je vais le dire que tu es Gwyn à ta mère, ou à peut-être ta famille, ou ton supérieur hiérarchique à ton boulot, parce que tu es peut-être dans le placard. Tu ne l'as pas dit à ton entourage ou à tes collègues. Et là, ça devient une arme extrêmement puissante pour un partenaire qui a des comportements violents en disant ben, si tu ne fais pas ce que je veux, ou si tu ne fais pas un petit bout. Et donc, toute la notion de contrôle et de domination va être encore là attisée par la menace de outing quand la personne n'est pas ouvertement homosexuelle dans son entourage ou dans différentes facettes de sa vie. Il y a certaines personnes qui vont ils vont avoir dévoilé son orientation auprès de la famille, mais pas au travail. Donc, c'est des différentes facettes comme ça que dans certains milieux, de certaines façons, que ça peut être employé en disant pour une menace évidente. Ça peut provoquer un conflit dans le couple, mais un conflit, c'est pas de la violence conjugale. Et ce conflit-là peut être même, ça va être souvent vécu même, je vous dirais, d'une personne que, par exemple, tu n'es pas out dans ton milieu de travail, mais quand c'est les parties de Noël avec tous tes collègues, tout le monde invite leur conjointe, sauf la personne qui a peut-être inventé qu'elle est célibataire ou elle a une... Mais donc, ah non, elle ne pouvait pas être disponible. Donc, tous des trucs comme ça que la personne va peut-être se sentir mis de côté, blessée, pas reconnu à part entière et pas à sa juste valeur comme partenaire qui est une relation sérieuse, qui vont entraîner et attiser des conflits. Et là, il va y avoir une entente puis une négociation dans le couple qui va peut-être éventuellement poursuivre à une plus grande acceptation ou à la rupture. Parce que dans certaines occasions, moi j'ai vu des couples que non, ça ne passait pas pour plein de raisons. Parce que la personne n'était pas prête à le dévoiler ou peut-être que la relation n'était pas assez sérieuse ou vous l'avez pas là. Donc bref, ça c'est de l'ordre du conflit qui est intéressant, puis particulièrement qui va être encore plus attisé quand ça peut être dans les communautés culturelles ou les milieux plus conservateurs, milieux de travail ou entre autres, donc avec la famille élargie, est-ce que je le disais aux grands-parents ou pas. Donc toutes ces facettes-là. Mais quand je fais référence à la menace, donc c'est une menace que pour prise de contrôle et qui renvoie à la violence conjugale. Et là, c'est pas juste dire, ben je me sens comme ça quand tu m'invites pas, quand je suis ton coloc, je suis ton colocataire, je suis pas ton amoureux ou ton amoureuse. Je me sens comme ça. J'aimerais qu'on ça change. Ça, c'est de l'ordre de la négociation du conflit. Tandis que là, c'est si tu fais pas ce que je veux, je vais menacer, je vais dévoiler parce que je sais très bien les conséquences que ça va avoir sur ta vie. Et là, ta carrière va peut-être être bousillée ou ça va te mettre dans l'embarras. Et je sais parce que c'est ça que ça va être entraîné. Et c'est ce que je veux. Je veux utiliser ça comme levier de domination, de contrôle. C'est là, juste là, je vais distinguer les choses. Mais il faut garder en tête que là, ça peut être un risque potentiel que si le conflit tourne, et là, ça peut peut-être devenir une forme de violence. Je vais conclure là-dessus pour les formes et manifestations.